Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 18. Évasion. L'agent d'un avocat marron vint nous voir en tôle et nous assura que nous pouvions éviter de prendre entre 5 et 10 ans pour vol à main armée. Il était possible de modifier le chef d'inculpation si nous y mettions le prix. Nous lui donnâmes tout ce qu'il nous restait et nous fûmes condamnés à une peine d'1 an chacun dans un centre de travail forcé. C'était comme une prison, en plus dur. Les tôles où règne la corruption sont toujours plus pénibles que les autres. Seuls les détenus qui ont du fric y sont traités et nourris comme des êtres humains. Les murs étaient aussi hauts que dans n'importe quelle autre prison. La plupart des taulards étaient condamnés à de courtes peines de 30 à 90 jours. L'endroit était d'une saleté répugnante, la nourriture tellement infâme qu'on avait du mal à le croire. La direction avait une manie que je ne trouvais pas très drôle, et qui consistait à faire travailler les macs sur des tas de charbon. Pendant la première semaine, j'eus envie de me précipiter à l'aveuglette sur le mur, en espérant réussir à escalader ces 10 mètres de hauteur avant de me faire tirer dessus. J'étais vraiment désespéré. À la fin de la semaine, j'avais surmonté le choc, et je me mis à réfléchir à un moyen raisonnable de m'évader. Je n'arrivais pas à me résoudre à purger une nouvelle peine. Elle venait trop peu de temps après la dernière. Vers le milieu de la deuxième semaine, j'avais eu une bonne douzaine d'idées, mais aucune d'elles ne résista à l'examen. Je partageais une cellule minuscule avec un jeune taulard. Il n'avait que 18 ans et m'idolâtrait. Il avait entendu parler de moi dans les rues de Chicago. Nous avions des couchettes superposées et je dormais dans celle du haut. Les prisonniers étaient comptés 3 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir après le retour dans les cellules et une troisième fois à minuit. Un soir, j'oubliais de me mettre devant la porte de la cellule au moment du comptage. J'étais tellement épuisé d'avoir transporté tout ce charbon que je m'étais effondré sur ma couchette. Quand je me réveillai, le maton était passé depuis 1 heure. Il me vint alors une idée que je tournais et retournais dans ma tête. Comme toutes les bonnes idées, elle continue de grandir en réclamant à grands cris toute mon attention. Je me demande ce que le maton a vu de moi quand j'étais sur ma couchette, me dis-je. En tout cas, il m'a compté quand même. Je répétais l'expérience 3 soirs de suite. Quand le maton passait nous compter, je restais allongé sur ma couchette en m'efforçant d'être de moins en moins visible. La dernière fois, il ne put voir que mon dos et mes jambes. Le résultat m'enthousiasma. Je savais qu'il n'était pas difficile de se procurer un pantalon et une chemise supplémentaires. Je pouvais les remplir de quelque chose et fabriquer un mannequin à peu près convenable. Le problème essentiel, c'était de trouver le moyen de quitter le rang et de m'éclipser lorsque nous revenions du tas de charbon. Le deuxième problème, c'était que je ne pouvais pas laisser un mannequin en place pendant la journée. Des taulards et des matons passaient toujours dans la galerie, quelqu'un finirait par s'en apercevoir. Mais je décidai de m'attaquer d'abord au premier problème, celui qui se posait à l'extérieur. À la fin de la journée, un maton nous faisait mettre en rang, devant le tas de charbon, pour nous compter. Ensuite, toujours en rang, nous parcourions les 200 mètres qui nous séparaient du réfectoire où nous allions dîner. Après dîner, nous nous remettions en rang, et nous retournions dans nos cellules, où nous étions à nouveau comptés. Les prisonniers étaient répartis dans plusieurs bâtiments. Chaque bâtiment téléphonait au bureau central pour donner le résultat du comptage. Si le total des chiffres communiqués équivalait au nombre total de prisonniers enfermés dans la tôle, tout allait bien. On entendait alors un grand coup de sifflet, et les matons pouvaient rentrer chez eux. Entre le tas de charbon et le réfectoire, il n'y avait aucun endroit où se cacher. Un maton armé d'un fusil à lunettes était posté sur un mur parallèle à la file des prisonniers. Impossible de lui échapper. Je perdais peu à peu espoir. Mais au bout de mon 20e jour de détention, je découvris quelque chose. Ce jour-là, pour je ne sais plus quelle raison, j'avais eu une autorisation de circuler. Nous étions presque à l'heure du dîner. Au moment où je passais devant le vestiaire et la salle des douches, la porte d'entrée était ouverte. Je jetai un coup d'œil et vis tout au fond, derrière la salle, un maton qui verrouillait la porte en bois d'une resserre. La porte était munie d'un crochet et ouvrait sur la cour. Je m'arrêtai et fis semblant de relasser ma chaussure. Le maton monta ensuite 2 ou 3 marches et claqua une porte d'acier qui séparait la resserre de la salle des douches. Puis, il fit mettre les taulards en rang pour les emmener au réfectoire. Elle était située à une dizaine de mètres de la file des taulards. La porte en avait toujours été fermée. Je pensais qu'elle était verrouillée en permanence, mais je n'avais jamais pu le vérifier. C'était impossible avec l'homme au fusil qui nous surveillait de son mur et le maton qui nous accompagnait. Ce soir-là, dans ma cellule, je me sentais aussi excité qu'un mouflet à la veille de Noël. Peut-être que le maton des douches oublie parfois de verrouiller la porte de la resserre, me dis-je. Ou peut-être qu'il lui arrive de le faire plus tard qu'aujourd'hui. Je n'ai pas pu voir ce qu'il y a dans la resserre. Elle doit servir à ranger de vieux vêtements ou des trucs sous lesquels je pourrais me cacher quand il viendra bloquer le crochet de la porte.
Il faut absolument que je m'évade de cette tôle. Je n'arriverai jamais à purger ma peine jusqu'au bout. Si le môme s'occupe de mettre le maintien en place, je peux prendre le risque. Je vais lui en parler. S'il accepte de m'aider, j'arriverai à m'éclipser d'ici comme un fantôme. Je me penchai par-dessus le bord de ma couchette vers mon compagnon de cellule. Je lui avais écrit plusieurs lettres idiotes pour sa petite amie. Jusqu'à présent, mes lettres avaient convaincu la fille de lui répondre et de lui envoyer de l'argent pour acheter des cigarettes et des sucreries. C'était un brave môme. Je ne pensais pas qu'il me balancerait. Sorti. Qu'est-ce que tu dirais si je t'annonçais que je pourrais bien m'évader de cette tôle? Tu rigoles, Iceberg. C'est impossible de se tirer d'ici. Il y a 5 portes en acier entre cette cellule et la rue. Comment tu comptes t'y prendre? Petit, j'ai un plan magnifique, mais je ne peux pas le réaliser sans ton aide. Écoute un peu. Je lui racontai mon projet. Au début, il se montra méfiant. Je lui expliquai qu'il devait prendre le mannequin planqué par terre sous sa couchette et l'allonger sur la mienne. Dès qu'il entendrait le coup de sifflet, il devrait vider le mannequin, remettre sur ma couchette la couverture dont je me serais servi pour le remplir, et à un moment quelconque, avant le comptage de minuit, jeter le pantalon et la chemise à travers les barreaux, en s'arrangeant pour les envoyer par-dessus la galerie. Comme ça, il tomberait dans le hall du rez-de-chaussée. À minuit, quand ma disparition aurait été constatée et que le grand bordel éclaterait, il n'aurait rien à craindre. Plus personne ne pourrait prouver ni même soupçonner qu'il avait défait le mannequin. Je lui demandai de me donner le nom de quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui serait habilité à lui envoyer de l'argent. Je lui promis de confier à cette personne un billet de $100 à son intention dès qu'une pute m'aurait rapporté un peu de pognon. Il me promit qu'il s'occuperait du mannequin. 1 heure plus tard, je donnai 2 paquets de clopes à un taulard préposé à l'intendance pour qu'il m'apporte une couverture supplémentaire. Avec ça, j'avais de quoi remplir le mannequin. J'enlevai ma chemise et mon pantalon et les bourrai avec la couverture pour faire une répétition. Mon compagnon de cellule se tenait devant la porte et surveillait les 2 côtés de la galerie à l'aide d'un miroir. En 20 minutes, il avait trouvé la position idéale pour le mannequin et savait en détail tout ce qu'il aurait à faire. Je ne fermais pas l'œil de la nuit. À minuit, je vis le maton qui comptait les prisonniers. Bientôt, il aurait un choc. Je savais que si quelque chose clochait dans mon plan, ils allaient sûrement me traîner dans la cour et me battre à mort. Il fallait absolument que je réussisse. Parmi tous les taulards, ce sont les macs qui souffrent le plus de l'absence de liberté. Pour eux, la vie de luxe est comme une drogue, ils ne peuvent pas s'en passer. Le lendemain, j'emportai des paquets de cigarettes en me rendant au tas de charbon. Un type qui passait des objets en douce me dégota une chemise et un pantalon. Je les enfilai par-dessus ceux que j'avais déjà. Puis, le soir, de retour dans ma cellule, je fabriquai le mannequin. Je le glissai sous la couchette du bas et parlai au gamin jusqu'à minuit pour lui donner courage. Je lui promis même de rester en contact avec lui et de lui apprendre le métier de Mac quand il sortirait. Je crus que le dernier jour sur le tas de charbon ne finirait jamais. Si par hasard la direction choisissait ce jour-là pour faire une fouille de routine dans les cellules, j'étais fichu. Enfin, le moment vint de nous mettre en rang pour aller au réfectoire. J'avais la gorge sèche et les genoux tremblants. Nous approchions de la resserre. Le maton sur son mur s'éloigna d'une quinzaine de mètres, puis il fit demi-tour et marcha face à nous. Je devais me ruer sur la resserre dès qu'il se serait suffisamment éloigné dans l'autre sens. Il faudrait que j'aie réussi à franchir la porte avant qu'il ne fasse de nouveau demi-tour pour revenir sur ses pas, si toutefois elle n'était pas verrouillée. Dans le cas contraire, ou bien le garde me flinguait depuis son mur, ou bien les autres matons me réduisaient en bouillie. Le surveillant de la pile de charbon était plus loin devant moi. Il pouvait à tout moment se retourner pour regarder derrière lui. De toute ma vie, je n'avais jamais connu une telle tension. Jamais je n'avais tenté une aventure aussi folle. Je n'étais même pas sûr qu'il n'y ait pas une balance parmi les taulards. C'était vraiment quelque chose. Si j'avais eu le cœur fragile, je serais tombé raide. Le maton sur le mur s'éloignait. La resserre me parut à des kilomètres. Soudain, je quittai la file et me ruai sur la porte. J'entendis derrière moi les chuchotements surexcités des taulards. Je saisis la poignée de la porte en hésitant pendant une fraction de seconde, terrifié à l'idée qu'elle soit verrouillée. Les mains moites, je tirai la poignée vers moi. La porte s'ouvrit. Juste avant de me glisser à l'intérieur, je jetai un coup d'œil vers le mur. Le maton regardait dans la direction de la resserre. Je refermai la porte. M'avait-il vu? Je regardais autour de moi. Il n'y avait rien qui puisse me cacher. J'entendais les taulards dans les salles des douches. Ils se préparaient pour aller dîner. La porte d'acier était entr'ouverte. D'un moment à l'autre, le maton viendrait verrouiller, la porte en bois, à l'aide du crochet. Il n'y avait aucun endroit où se planquer. Tout cela n'allait servir à rien. J'entendis une voix et des bruits de pas derrière la porte en acier. Le maton s'apprêtait à entrer dans la resserre. Je levai les yeux vers le plafond. Au-dessus de la porte d'acier, une petite fenêtre crasseuse était protégée par une rangée de barreaux rouillés d'30 centimètres de hauteur. Je sautai vers la fenêtre et agrippai 2 des barreaux.
Je parvins à remonter mes jambes contre ma poitrine au moment où le maton pénétrait dans la resserre pour aller bloquer la porte en bois. J'étais suspendu en chien de fusil à une quinzaine de centimètres au-dessus de sa casquette bleu marine. Accroché là comme une chauve-souris, je retenais mon souffle. Le maton passa au-dessous de mes pieds. Je vis des particules de rouille tomber des barreaux sur sa casquette. Le temps me sembla interminable. Mes bras et mes jambes me faisaient horriblement mal. Enfin, j'entendis le fracas métallique de la porte d'acier que le maton venait de claquer. Je recommençai à respirer, mais je restais suspendu là un bon moment. Le maton pouvait revenir pour une raison ou une autre. Quand je fus certain qu'il ne reviendrait pas, je détendis enfin mes jambes engourdies et me laissai tomber sur le sol. Puis je m'assis sur les marches de pierre pour retrouver mon souffle. Il régnait dans la resserre un silence de tombe. J'entendais mon cœur battre à tout rompre. Le pire n'était pas derrière moi. Il fallait encore que retentisse le coup de sifflet qui voulait dire tout va bien. S'il n'y avait pas de coup de sifflet, je pouvais être sûr qu'ils allaient me chercher partout, en brandissant leurs poings, leurs matraques ou leurs flingues. Je collai l'œil puis l'oreille contre une fente de la porte en bois. La cour était vide, et j'entendais le cliquetis des assiettes en acier dans le réfectoire. Puis tout devint silencieux. Le comptage des prisonniers commençait. Même si le monde fait bien son boulot, me dis-je, il se peut que ce soir, justement, le maton ne se contente pas du mannequin et exige de me voir devant la porte. Il n'y aura pas de coup de sifflet. Il s'est passé déjà trop de temps. Ces salopards au cœur de pierre ont dû partir à ma recherche, ils vont me rouer de coups, me piétiner, je réinfire ma vie. Le coup de sifflet retentit. Le son me parut si beau qu'il eut l'effet d'un robinet. Mes yeux se remplirent de larmes. Je fis quelques pas de danse qui soulevèrent un nuage de poussière. Le soleil se couchait, mais je n'en avais pas fini. La seule façon de franchir le mur, c'était de me hisser au sommet du toit de l'un des bâtiments cellulaires de l'autre côté de la cour. Heureusement pour moi, le bâtiment en question avait été construit sur un terrain en contrebas, sinon son toit aurait largement dépassé le sommet du mur. C'était le seul bâtiment de toute la prison qui fut proche du mur d'enceinte et pas trop haut. Dans les autres, la dernière marche de l'escalier se trouvait presque à la hauteur du toit de celui-ci. Mais peut-être m'étais-je trop précipité. Je n'avais même pas prévu de corde ni de crochet. J'allais devoir me contenter de mes pieds et de mes mains. Le bâtiment était à 2 mètres du mur et le sommet de son toit le dépassait de 6 mètres. Après le comptage du soir, il n'y avait plus qu'un seul maton sur le mur. Il restait dans un mirador à lire un journal ou un magazine. La cour était inondée de lumière par les projecteurs. S'il levait la tête au mauvais moment, il me verrait forcément. Je portais un uniforme vert foncé, maculé de poussière de charbon. Dans la rue, je pourrais peut-être passer pour un ouvrier des aciéries ou un mineur. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas trop mal débrouillé dans l'improvisation. J'avais jusqu'à minuit pour franchir le mur et fuir la ville. Je n'avais pas de fric. Ces dernières années, j'avais dépensé une petite fortune en pourboire à des femmes de chambre, des grooms et des barmen. À présent, ils étaient tous riches comparés à moi. J'en connaissais plusieurs que j'aurais pu aller voir sur leur lieu de travail pour leur emprunter quelques dollars. Mais dans ces quartiers-là, les flics se souviendraient sûrement de ma tête. Je n'avais pas cessé de défiler devant des témoins au cours du mois qui avait précédé ma condamnation. Je pensais à Sweet, mais je le chassais très vite de mon esprit. Je me rappelais ses paroles quand il était venu me voir dans ma planque pour essayer de me piquer mon écurie. Je ne pouvais faire confiance à aucun des macs que je connaissais. Je savais que je représenterais toujours une menace pour eux. Iceberg ne pouvait compter que sur lui-même. Il faudrait que je m'arrange pour aller chez une sœur de ma mère dans l'Indiana, à une cinquantaine de kilomètres de là. La resserre était plongée dans un noir d'encre à présent. Je soulevai le crochet, poussai la porte en bois et regardai dans la cour. Tout était tranquille. Je sortis et refermai la porte. J'entendis alors un bruit sourd et un bruit métallique. Je tirai la porte. Le crochet était retombé, en se remettant en place de lui-même. La porte de la resserre était à nouveau fermée de l'intérieur. Ce curieux hasard arrange bien mes affaires, me dis-je. L'enquête sera d'autant plus difficile à mener. Je me précipitai vers le bâtiment du réfectoire. Il fallait que je monte sur un toit plat. Je m'accrochai au barreau d'une fenêtre et fis un rétablissement pour prendre pied sur leur bord. Puis je me penchai pour agripper le tuyau vertical de la gouttière. Je m'élançai, m'y cramponnai des 4 membres et me hissai jusqu'au toit comme à l'aide d'une corde. Parvenu au sommet, je lançai un coup d'œil vers ma gauche. J'aperçus la silhouette du maton dans son mirador. Je regardai alors le toit du bâtiment situé près du mur. Il y avait un long chemin à parcourir avant de l'atteindre. Je traversai le toit plat en direction du bâtiment suivant. Parvenu de l'autre côté, je regardai à nouveau vers le mirador. Le maton faisait sa ronde au sommet du mur, son sinistre fusil entre les bras. Je me jetai à terre et restai étendu sur le dos. Le toit était noir. J'espérais être invisible à ses yeux. Je demeurai immobile, le souffle court. Je me demandais ce qui était prévu dans le manuel du maton quand il s'agissait de tirer sur un taulard en cavale. S'il me voyait,
Viserait-il la tête, le cœur ou les tripes? Il finit par retourner dans son mirador. Heureusement pour moi. Le toit du réfectoire était relié à la chapelle par une sorte de poutre en béton, large d'une trentaine de centimètres à peine, et longue d'environ 4 mètres. Mes gros croquenots de tôlard semblaient aussi larges que la poutre, et glissaient sur la surface lisse du béton. Le vent d'avril qui soufflait en furieuses rafales rendait ma progression encore plus périlleuse. J'avais l'impression de marcher sur une balançoire 2 étages au-dessus du sol. Arrivé à l'autre extrémité, je levai les yeux, puis je tendis les bras vers le ciel et me dressai sur la pointe des pieds. Le bord du toit de la chapelle était à une cinquantaine de centimètres au-dessus de mes mains. Il faudrait que je recule de quelques pas sur la poutre glissante pour pouvoir prendre mon élan, faire un saut de 50 centimètres et m'agripper à la gouttière qui courait le long du toit. Je me demandais si elle résisterait à mon poids. Avec précaution, je reculai de 2 mètres. Tremblant de tous mes membres, je regardai le bord du toit, puis jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Le maton n'était pas sur le mur. Il fallait que j'oublie l'étroitesse de la poutre. Je me mis à courir en levant les jambes sur la surface luisante. J'entendais le couinement de mes semelles de cuir qui martelaient le béton. J'avais les bras tendus vers le ciel d'encre, les yeux rivés sur le bord de la gouttière. Je fis un bond. Je sentis mes pieds s'élever dans les airs et réussis à m'accrocher de justesse à la gouttière. J'étais suspendu là, les jambes pendantes, avec la sensation que des épingles chauffées au rouge transperçaient ma chair meurtrie sous les ongles de mes mains. Je me hissai péniblement à la force de mes bras et lançai une jambe vers la gouttière. Je parvins alors à faire un rétablissement et à rouler sur le toit où je restais étendu, hors d'haleine, tandis que le maton faisait sa ronde sur le mur. Enfin, je le vis rentrer dans son mirador. Tant bien que mal, j'escaladai la pente escarpée du toit jusqu'à son faîte. La chapelle était séparée d'environ 1 mètre du bâtiment cellulaire. Je sautai droit devant moi et atterris sur le ventre, le bout de mes croquenots calé contre le tuyau de la gouttière. Le toit du bâtiment était encore plus abrupt et recouvert de tuiles de schiste, carrées et glissantes. Je levai les yeux vers le sommet. La distance qui m'en séparait semblait aussi longue qu'un pâté de maison. J'entrepris l'ascension en rampant. Du bout de mes chaussures, je prenais appui sur les interstices qui séparaient les carrés de schiste. Centimètre par centimètre, je finis par atteindre le sommet du toit. La poitrine en feu, je m'étendis sur le ventre, bras et jambes pendant de chaque côté du toit, comme au milieu d'un double précipice. Les 2 pentes du toit formaient une pyramide escarpée dont le sommet, large d'une quinzaine de centimètres, semblait aussi mince que le fil d'un funambule. La tête me tournait. À travers une sorte de brume, je voyais les lumières de la ville scintiller dans un océan d'obscurité. Je me relevai et commençai à marcher sur la corde raide, comme un artiste de cirque. Le vent soufflait avec une sauvagerie impitoyable. C'était comme si on m'avait roué de coups de poing et de pied. Vacillant sur mon fil, je jetai un coup d'œil sur ma droite. Loin, au fond du précipice, il y avait la rue. Le regard brouillé, je vis des phares de voitures qui filaient dans la nuit comme de minuscules lucioles. Je faillis m'évanouir. Je détournai la tête et fixai mon regard sur la corde raide. Il se passa une éternité avant que j'atteigne enfin l'extrémité du bâtiment. Si le maton choisissait ce moment pour sortir de son mirador, je serais en plein dans son champ de vision. Il aurait même pu me voir de l'intérieur de son mirador. Tremblant de tout mon corps, je regardais 6 mètres plus bas, le sommet du mur large de près d'1 mètre. Je ne pouvais pas retourner en arrière, je ne pouvais pas non plus rester là sans bouger. Et si je sautais sur le mur à pieds joints, j'étais certain de perdre l'équilibre en atterrissant. Alors, je me laissai tomber, les jambes écartées. J'entendis mon pantalon craquer. Le bord intérieur du mur s'enfonça violemment dans ma cuisse. Mes fesses s'écrasèrent sur le béton. La douleur me donna le vertige, tandis que je restais assis à califourchon sur cette selle glacée. Je fis passer ma jambe gauche, celle qui avait reçu le choc, par-dessus le mur. Puis je me laissai glisser de l'autre côté, le ventre contre le béton, en me retenant par les mains. Je restai ainsi suspendu un moment. Je sentais du sang couler le long de ma jambe gauche, jusque dans ma chaussure. Soudain, je lâchai prise. Je tombai à pieds joints sur le sol, puis basculai en arrière. Mes fesses et mon dos absorbèrent la deuxième partie du choc. Je demeurai allongé sur le dos, dans une ivresse nébuleuse où se mélangeaient l'épuisement, la douleur et une joie qui me coupait le souffle. Je dus attendre au moins 10 minutes avant de pouvoir me relever. Je parcourus une centaine de mètres en boitant, puis je me retournai et regardai la prison. Ces salauds de blancs vont être dans tous leurs états, me dis-je. Ils en seront secoués jusqu'au trou du cul. Ils me traiteront de salopard, de nègre, de fils de pute, et d'1 million de noms du même genre. Mais il y a une chose qu'ils seront obligés de reconnaître dans le secret de leur férocité, c'est que j'ai été plus intelligent qu'eux.
Ça va leur faire mal jusqu'au fond de leur pourriture qu'un nègre ait réussi à jouer les Houdini dans cette tôle. Sans avoir scié un seul barreau, sans avoir assommé le moindre maton. Après le comptage de minuit, ils vont gâcher toute leur chance de me retrouver. Ils perdront leur temps à passer la cour et les bâtiments au peigne fin pendant une semaine. Leur cul va virer au bleu. Jamais ils n'arriveront à croire qu'un nègre a pu être assez intelligent pour se tirer de là sans laisser de traces. Je repris mon chemin en claudiquant vers l'Indiana.